11h sur BFM TV, il est l'homme qui a déclenché l'affaire des policiers de Marseille. Ce jeune Marseillais de 22 ans, aujourd'hui amputé d'une partie de son crâne. Il accuse la police de l'avoir passé à tabac dans la nuit du 1er au 2 juillet en marge des émeutes. L'histoire a pris une dimension nationale avec des polémiques, des débats sur la place et le contrôle des policiers. 4 policiers sont d'ailleurs mis en examen dans cette histoire. L'un d'eux est en détention provisoire. Eddy est notre invité sur BFM TV en direct. Bonjour, merci d'être avec nous. Tout d'abord, comment allez-vous ? Écoutez, ça peut aller. Enfin, c'est ironique, mais ça peut aller, ça va de mieux en mieux. Vous avez subi un traumatisme crânien, vous avez une partie du crâne qui a dû être retirée par des chirurgiens et également un œil avec lequel vous ne voyez plus. C'est ça. Quel impact ça a pour vous, ce qui a changé au réveil après l'opération? Comment vous l'avez découvert, comment vous l'avez vécu? Au réveil après l'opération, je me suis rendu compte entre guillemets que c'était grave parce que autour de mon lit il y avait la plupart de ma famille, mes proches qui étaient en train de pleurer quand je me suis réveillé. Donc c'est là qu'on comprend qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et ensuite, peu après m'être réveillé, j'ai vu les médecins qui sont venus m'expliquer ce qui s'était passé du coup. Et même si en m'expliquant, il y a une prise de conscience qui est assez dure, mais petit à petit, en restant 3 semaines à l'hôpital, la prise de conscience vient peu à peu. Alors, combien d'opérations avez-vous subi et combien d'opérations allez-vous encore subir dans les prochaines semaines ? Alors jusqu'à maintenant 3 et normalement il en reste une, si je vous dis pas de bêtises. Laissé pour mort, c'est ce qu'on a beaucoup dit de vous. On va parler des faits bien sûr dans un instant, mais aujourd'hui vous vous considérez comme un rescapé ? On peut dire ça, ouais, étant donné que moi j'ai eu la chance de me réveiller avec toute ma tête. J'ai eu la chance de me réveiller avec mes facultés telles que pouvoir parler, pouvoir marcher. Mais bon, après, je vois plus d'un œil, donc c'est assez complexe, assez dur à encaisser. Mais je m'estime heureux d'être là. Et d'après les médecins, est-ce que vous pourrez revoir un jour de cet œil ? Malheureusement, ça dépend parce que, étant donné que c'est dû à une lésion cérébrale, ils n'en savent rien parce qu'on ne peut pas opérer le cerveau, donc ça ne vient pas de mon œil à proprement parler. Voilà. Mais après, voilà, je garde espoir parce qu'il reste encore une opération, ils doivent me remettre mon volet crânien. Donc peut-être qu'après ça, peu à peu, ça reviendra petit à petit et il faut y croire. Votre vie a forcément changé, on l'imagine. Qu'est-ce que vous faites justement dans la vie ? Dans la vie, à la base, je travaille dans l'hôtellerie-restauration. Je suis serveur. Et voilà, depuis ce jour-là, elle a été bouleversée. Hein. Donc, toute la journée, je suis pratiquement alité. J'ai la chance d'être entouré par mes proches, ma famille et mes amis. Mais voilà, c'est pas facile quand même au quotidien. Alors, on va revenir sur les faits après avoir abordé votre état de santé. Qu'est-ce qu'il s'est passé exactement ce soir-là ? Quelle est votre version des faits ? Ma version des faits, c'est que voilà, j'étais avec un ami, on s'est rejoint au Vieux-Port. Après, voilà, on est jeune et insouciant, donc voilà, c'était assez spectaculaire ce qui s'est passé ce soir-là, donc on a voulu aller voir. Hein. Et malheureusement, on n'aurait pas dû parce qu'on s'est brûlé les ailes. Mais on est tombé sur un équipage de la BAC quand justement on se baladait pour voir ce qui se passait. On n'a pas pu malheureusement s'enfuir parce qu'on voulait s'enfuir étant donné qu'on était apeuré. Et mon ami s'est fait frapper à coups de matraque. Il a réussi à s'en aller. Moi malheureusement je me suis pris un projectile de LBD, de flashball en pleine tête quand j'ai voulu essayer de partir en me retournant. Cela m'a fait tomber au sol. Et ensuite une fois tombé au sol, j'étais toujours conscient. Et on m'a attrapé, on m'a tiré dans un coin dans un coin noir en fait, où il n'y avait aucune lumière, où je voyais rien. Et de là, les 4 en fait ont commencé à me passer à tabac, parce que c'est un passage à tabac.
Il y en a un qui était allongé sur moi pour pour que je bouge plus, on va dire. Et de là, ben voilà, ils m'ont frappé avec la matraque, ils m'ont frappé avec leur gang. Et voilà, j'ai essayé de me protéger en vain, mais ça n'a pas servi à grand chose. Il faut rappeler le contexte. On est donc dans la nuit du 1er au 2 juillet à Marseille. Ça fait plusieurs soirs que la France connaît des émeutes, des violences un peu partout dans le pays. La question, est-ce que vous faisiez partie de ces émeutiers ou est-ce que vous estimez que vous avez pu y être associé à ce moment-là par les policiers ? J'estime pouvoir être associé, c'est normal, je peux le comprendre, étant donné qu'on est des jeunes, on était au mauvais endroit, au mauvais moment, mais en aucun cas j'étais là-bas et je faisais partie de l'émeute. Parce que tout simplement, en fait, on le savait pas. Comme je vous ai dit, à la base, je travaille dans l'hôtellerie-restauration, mon père a un bar, donc toute la journée, on regarde BFM TV en boucle. Donc si j'avais su qu'il y avait des émeutes ce soir même à Marseille, je ne serais pas y allé, tout simplement. J'aurais pas joué le risque. Mais voilà, malheureusement, j'étais pas au courant. Donc, vous n'étiez pas au courant qu'il y avait des émeutes à Marseille ? J'étais au courant qu'il y avait des émeutes à Marseille, mais j'étais pas au courant ce soir-là, entre guillemets, que à Marseille c'était le bazar, que à Marseille c'était vraiment quelque chose de spectaculaire, parce que de toute façon, on se serait pas rendu. Moi, à la base, je suis originaire de Marseille, mais maintenant on est domicilié sur Mérargues. Donc je me serais pas rendu là-bas en vue de me mettre en danger ou en vue de n'importe quoi, parce que je suis pas là pour avoir des soucis. Vous nous racontez avoir été passé à tabac donc ce soir-là. Pourquoi vous avez été ciblé et pas votre ami par exemple ? On a été tous les deux ciblés. Hein. On a été tous les deux ciblés parce que il y en a un qui m'a tiré dessus et l'autre parce qu'ils étaient deux face à nous et l'autre s'est approché de mon ami pour justement le frapper à coup de matraque. Mon ami a pu bloquer justement ce coup-là et a réussi à partir en courant. Mais tous les deux on a été ciblés. Après pourquoi moi et pas l'autre, je ne saurais pas vous dire. Je suis pas là pour faire d'amalgame. Mais ça s'est passé comme ça s'est passé malheureusement. Et voilà. Et avez-vous eu des échanges avec les policiers lors de cette agression? Que vous ont-ils dit? Est-ce que vous leur avez vous-même dit quelque chose? Moi, je me rappelle que quand nous, on s'est présenté face à eux, on leur a dit bonsoir. Eux nous ont dit qu'est-ce que vous foutez là? Mais on n'a pas pu répondre en fait. On nous a pas laissé le temps de répondre, ou de dialoguer, ou même d'épiloguer. On n'a pas pu parler avec eux. Nous, on pensait qu'ils allaient nous demander nos papiers, ou qu'est-ce que vous faites là, ou peut-être nous contrôler, le fait d'avoir une petite fouille, quelque chose comme ça. Mais on s'attendait pas à ça. J'imagine que vous vous posez bien sûr beaucoup de questions depuis. Comment vous expliquez ce qu'il s'est passé? Ce qui s'est passé, je suis honnête avec vous, je pourrais même à ce jour, je pourrais pas l'expliquer parce que ça reste quand même, ça reste toujours troublant et choquant en fait. Et je voudrais que ça arrive à personne d'autre. Donc c'est pas quelque chose qui est censé arriver en fait. Donc on peut pas expliquer l'inexplicable. Est-ce que vous regrettez d'avoir été dehors ce soir-là? Bien sûr, bien sûr. Bien évidemment, parce que ma vie depuis ce jour-là, elle a été bouleversée. Pour moi, c'est une tragédie. Là, regardez, aujourd'hui, on est en plein été. Malheureusement, j'ai fêté mon anniversaire à l'hôpital. Normalement, pour un jeune qui est censé aller à la mer, qui est censé fêter son anniversaire ou voir ses collègues, ses copains, profiter de la vie l'été, tous les jours, je suis alité. Bien sûr, bien évidemment que j'aurais préféré ne pas y être. Quand vous si j'avais su, si j'aurais su, je referais le monde. Quand vous reprenez vos esprits, quelle est la première chose que vous vous dites, à laquelle vous pensez? Quand je reprends mes esprits, c'est-à-dire à l'hôpital ou le soir même? Quand vous reprenez conscience, oui. Quand j'en prends conscience que je suis à l'hôpital, que voilà, je vois mes proches,
je comprends, j'ai toujours pas compris ce qui s'était passé en fait, parce qu'il y avait beaucoup plus urgent. J'étais branché dans un lit avec les médecins qui venaient me voir assez souvent, les infirmiers aussi. Donc j'ai pas eu le temps de réfléchir à ce qui s'est passé. Mais ensuite voilà, le soir c'est un cauchemar. Le soir c'est un cauchemar parce qu'on revoit la scène et on a beau se poser la question pourquoi, il n'y a pas de réponse. Donc ça me mange le cerveau, on va dire comme ça. Et depuis cette affaire, comment est-ce que vous vivez les choses quotidiennement? Comment vous vous sentez? Je vis les choses quotidiennement comment? Pour l'instant, je vis pas, je suis honnête avec vous. À mon goût, je ne vis pas, je ne vis plus pour l'instant. Mais voilà, je garde foi parce que petit à petit, ça va mieux. Voilà, j'arrive à marcher de mieux en mieux, j'arrive à m'exprimer. Donc moi, j'estime avoir une certaine chance de pouvoir me réveiller avec certaines de mes facultés. Et c'est très très important étant donné la gravité de ce qui s'est passé et la gravité des blessures que j'ai eues. Mais voilà, tous les jours encore, c'est encore dur. Il faut supporter le fait d'avoir eu en fait ce passage entre guillemets dans ma vie et que je vais m'en rappeler toute ma vie. Et je sais pas jusqu'à quand je vais revoir cette scène, jusqu'à quand je vais faire des cauchemars, jusqu'à quand je vais en pleurer. Mais voilà, pour l'instant c'est comme ça. J'ai pas d'autre choix que d'accepter la chose. Et voilà, je me repose sur la justice je sais qu'elle va faire son travail, j'ai confiance en elle. Voilà, donc je pourrais pas me faire justice moi-même, ça c'est une évidence. Donc voilà, donc j'y crois. Je sais qu'on a un pays quand même qui est assez bien fait, même si malheureusement jusqu'à ce jour j'ai reçu aucun soutien de l'État. Et aucune des autres victimes n'a reçu aucun soutien de l'État. On sait que l'État n'est pas la justice, on ne leur demande pas de faire le travail de la justice. Mais ça aurait été bien de nous apporter aussi un sentiment de compassion comme ils l'ont apporté aux membres des forces de l'ordre. Comment vous vivez justement ce mouvement des policiers en soutien à leurs collègues mis en cause? 4 policiers qui ont été mis en examen dans le cadre de l'enquête sur ces violences. Je le vis mal, je suis honnête avec vous, je le vis mal. Mais après, je peux les comprendre d'une certaine manière où c'est ma voix contre la leur pour l'instant. Ils ne sont pas au courant de l'affaire. L'affaire, on va dire qu'elle a pas... L'histoire a éclaté au grand jour, mais l'affaire n'a pas éclaté au grand jour. Peut-être que ces personnes, quand ils verront peut-être certaines images des caméras ou quand justice sera rendue au tribunal, peut-être que là, ils se remettront en question et verront les choses différemment et comprendront qu'ils ont fait quelque chose qu'ils n'auraient peut-être pas dû faire. Est-ce que vous comprenez la voilà, colère? C'est leurs camarades, donc on part d'une base que le soutien est important, tant pour moi. Vous comprenez que c'est dans un contexte d'hostilité à l'égard de la police, du moins durant ces émeutes. Est-ce que voilà, vous comprenez qu'il y ait eu ce mouvement soutenu par de nombreux policiers, les commissariats fermés? Est-ce que ça vous a étonné? Ça reste trop. C'est pas normal parce que pour l'instant vis-à-vis de la police et vis-à-vis de l'État, je me vois comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors qu'avant moi il y a eu certaines victimes, il y en a eu pas mal quand même et c'est pas normal. Que ça a pris cette ampleur-là, mais voilà, il a fallu certains citoyens qui ont sacrifié pour que les choses vont changer. Maintenant, en vue du sacrifice, les choses changeront, j'y crois. Vous avez peur aujourd'hui de croiser à nouveau des policiers, quels qu'ils soient, dans la rue ou ailleurs? Pour l'instant, je pourrais vous dire ni oui ni non, étant donné que je suis chez moi toute la journée. Mais j'ai quand même cette réticence le jour où je vais reprendre, on va dire, une vie à peu près normale, peut-être ressortir avec mes amis, reprendre la voiture, un contrôle banal. J'espère que je n'aurai pas ce blocage envers eux. Mais après, voilà, comme j'ai dit, il y a des gentils, il y a des méchants partout, il ne faut pas faire une généralité. Et c'est important de ne pas avoir un blocage. Après, voilà, je suis honnête avec vous, je ne sais pas si je pourrais me contrôler. Voilà, j'attends de voir. Mais en attendant, non, j'ai aucune peur. Vis-à-vis d'eux, j'ai aucune peur.
Est-ce que vous espérez toujours un coup de fil des autorités, du gouvernement? Bien sûr, bien évidemment, parce que c'est important de en fait, de juger tout le monde à la même échelle, parce que si on est tous des citoyens français, et on rappelle, hein, les policiers sont censés faire un métier exemplaire, sont censés être exemplaires. Donc, si vous apportez le soutien à un, mais que vous apportez pas le soutien à l'autre, alors que nous sommes les victimes et non pas eux, il y a un sentiment d'incompréhension et il y a un sentiment d'injustice. Mais après, on peut pas être satisfait de tout et on peut pas combler tout le monde. Vous en voulez à la police dans son ensemble, ou vous en voulez à un groupe d'hommes, ce groupe d'hommes qui vous a agressé? Est-ce que vous considérez qu'il y a des violences policières dans le système policier, ou bien que c'est l'affaire de cas isolés qui doivent être jugés comme tels? Des violences policières, il y en a toujours eu depuis la nuit des temps. Mais en aucun cas, j'en voudrais à l'ensemble des policiers, parce que quand nos parents, quand on est proches, ont des soucis, qu'ils se font agresser, on est bien content qu'ils sont là. Quand on a des problèmes, on est bien content qu'ils soient là. Non, c'est important de dire que la police est importante en France, parce qu'on se sent quand même mine de rien en sécurité. S'ils seraient pas là, ça serait un grand bordel. Hein. Mais j'en veux à ce groupe de personnes. J'en veux à ce groupe d'individus qui se sont permis ce qu'ils n'auraient pas dû faire. Hein. J'espère qu'aujourd'hui ils regrettent. J'espère qu'aujourd'hui ils ont réfléchi vis-à-vis de l'acte qu'ils ont commis. Mais non, en aucun cas j'en voudrais à la police entière. Ils sont importants en France et c'est important. Vous n'avez donc pas eu d'échange avec le gouvernement. Est-ce que vous recevez en revanche des témoignages de la part de la population, de la part d'anonymes, de personnes qui vous écrivent, ou bien est-ce que vous êtes devenu en quelque sorte une personne un peu plus connue? Honnêtement, il y a un grand soutien de la population française, de tous les citoyens, et honnêtement, il y a un soutien, une solidarité auquel je n'aurais pas cru autrefois. Aujourd'hui, je reste bouche bée de l'aide qu'on a, du soutien mental et du soutien psychologique, et pas seulement moi, les autres victimes aussi. Donc, c'est vraiment important pour nous de se sentir pesé un petit peu dans la balance. Et c'est très important d'être solidaire entre nous, parce que voilà, ça nous aide, même si nos proches, nos amis sont là. Outre ça, de voir que les gens sont là pour nous aider, sont là pour nous comprendre, essayer de changer les choses avec nous, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Donc c'est pour ça que je tiens à leur dire un grand merci, des plus sincères, parce que sans ce mouvement, on va dire, social, on n'en arriverait pas là où on en est. 2 des 4 policiers mis en cause dans cette affaire ont fini par reconnaître les violences cette nuit-là, mais selon nos informations, pendant leur garde à vue, les policiers ont refusé de collaborer à l'enquête, allant même jusqu'à avoir du mal à s'identifier, se reconnaître sur les images de vidéosurveillance. Est-ce que vous souhaiteriez une confrontation, être face à eux aujourd'hui? Je souhaiterais pas une confrontation. Après, voilà, bien évidemment, quand il va avoir en vue du tribunal, en vue du procès qui va venir, j'imagine qu'ils seront présents. Je serai présent aussi avec mon avocat. Donc la confrontation, elle se fera à ce moment-là. Je sais pas comment je réagirai, parce que ça reste quand même dur de voir ses agresseurs. Mais voilà, ça reste important quand même. Ça reste important qu'on se voie, je pense. Donc voilà. La différence aussi par rapport à l'affaire Nahel, par exemple, qui a eu lieu il y a quelques semaines, c'est que dans votre cas, il n'y avait pas de vidéo. C'est donc votre parole contre celle des policiers. C'est ça, exactement. Puis vous citez Nahel, mais il y a aussi Mohamed également, il y a aussi Virgile qui a perdu son œil. Donc on n'est pas... Pour l'instant, je ne suis pas le seul. Et on va dire que je suis le dernier en date, on va dire ça comme ça. Donc honnêtement, c'est pas normal. Donc je pense que la justice va faire son travail. Ils ont de nouveaux éléments chaque jour. Voilà, ils ont des images de caméra qui sont en train d'expertiser. Donc j'ai confiance. Et voilà, on verra bien le jour du jugement.
Un policier a été placé en détention provisoire, hein, celui qui était porteur du lanceur de LBD. Depuis, ça a suscité ce mouvement de colère dans une partie de la profession. Quand vous lisez les propos du patron de la police, le directeur général de la police nationale, qui estime qu'un policier n'a pas sa place en prison, y compris en détention provisoire à ce stade de l'enquête, quand des personnalités très haut placées au sein de l'État ont ces mots sur cette affaire qui vous concerne. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est décevant, comme je vous l'ai dit, c'est décevant. Mais voilà, pour l'instant, ils font que protéger leurs camarades. Donc, en vue des éléments qu'ils n'ont pas, parce qu'ils ne sont pas au sein de l'affaire eux-mêmes, c'est que dans la tête de ceux qui m'ont fait ça, en fait, qui savent vraiment ce qui s'est passé. C'est pas dans la tête des gens qui les défendent, ils savent pas. Mais c'est pas normal, en fait, de prendre la défense. Vaut mieux se renseigner d'abord, parce que voilà, parce que comme vous avez dit, il y en a un en détention provisoire. Si ça aurait été un citoyen français lambda, il serait déjà en prison parmi tous les autres détenus, et on n'en parlerait plus déjà, l'affaire serait déjà classée. Donc c'est pas normal. Je pense qu'ils ont tort. Mais après voilà, ça reste à leur prouver, parce qu'ils ont besoin de voir les choses, d'entendre les choses pour y croire. Pour savoir que voilà, il y a certains moutons noirs qu'il faut écarter du troupeau. Qu'est-ce qui vous importe le plus aujourd'hui? De passer à autre chose, de redevenir anonyme et de reprendre le cours de votre vie? Ou bien vous souhaitez continuer à prendre la parole pour que votre cas continue, ne tombe pas dans l'oubli? Prendre la parole, honnêtement, c'est pas quelque chose qui est important pour moi. Je le fais parce que voilà, c'est important. À mes yeux, c'est important pour tout le monde, c'est important pour les citoyens français, c'est important pour les autres victimes, parce qu'il y en a qui n'ont pas pu s'exprimer, malheureusement, parce qu'ils en ont perdu la vie. Il y en a d'autres qui ont perdu des éléments moteurs de leur corps. Et ça reste important de véhiculer un message sans haine, sans violence, pour pas que ça arrive à un autre jeune demain, en fait. Votre affaire a relancé des débats. Ce que je voudrais, c'est pas retrouver ma petite vie, c'est d'abord, Allez-y, je vous en prie. Déjà, honnêtement, c'est redevenir, on va dire, normal physiquement. Ce serait important pour moi de pouvoir me regarder à nouveau dans la glace, en fait. De voir que je vais bien, de pouvoir sourire, voilà, de pouvoir courir, sauter. C'est ça que je veux avant tout, et que la justice soit rendue. Vous ne pouvez pas, ce que vous nous dites, vous ne pouvez pas aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous regarder dans un miroir? Non, je ne peux pas. En fait, je l'ai fait quand j'étais à l'hôpital. Quand j'étais à l'hôpital, je me suis regardé dans le miroir une fois, justement par curiosité, parce que je ne m'étais pas vu depuis mon réveil. Et c'est quelque chose qui, si je voulais être avec vous, c'est quelque chose qui m'a choqué, quelque chose qui m'a peut-être traumatisé. Et jusqu'à aujourd'hui, on est le 30. Je me suis jamais, je suis honnête avec vous, je me suis pas regardé depuis. Vous nous avez dit c'est trop lourd, en fait. Ouais. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il vous restait encore une opération. Quand aura-t-elle lieu et de quoi s'agit-il? Alors, quand aura-t-elle lieu, je ne sais pas, parce que justement, il y a un rendez-vous à établir. Du coup, le rendez-vous est le 1er septembre, pour voir du coup l'avancement justement de ma tête, savoir si ça va bien, si l'œdème part, si mon cerveau respire bien, tout ça, voir si j'ai plus d'eau dans le cerveau. Et ensuite, en vue de ce rendez-vous, là, il y aura le jour de l'opération, d'ailleurs qui m'a peur, qui me fait stresser énormément, parce que je ne m'aurais jamais dit un jour que je me ferais opérer 2 fois de la tête. Mais là, maintenant que je suis conscient et que je suis au courant, c'est encore plus stressant, même si je sais qu'aujourd'hui, la médecine arrive à faire des choses incroyables. Il y a quand même toujours ce sentiment de stress, en fait, de repasser sur la table. Vous faites des cauchemars, Eddy? Oui, ouais, ça m'arrive. Ça m'arrive souvent même. C'est-à-dire que vous êtes plus affecté quelque part, vous êtes autant affecté plutôt psychologiquement que physiquement? Je dirais que c'est à peu près pareil, en fait, la douleur de l'un et au niveau de la douleur de l'autre, parce que quand je dors, voilà, je fais des cauchemars,
Et en plus, j'arrive pas beaucoup à dormir. Hein. Je m'endors plus comme je veux. Je m'endors d'épuisement. Donc, c'est-à-dire vers 4 heures du matin. Je me réveille vers 9 heures, 10 heures, en fait, dès que j'arrive à entrevoir le soleil à travers ma fenêtre. Et ensuite, une fois réveillé, j'ai ce mal de tête, j'ai du mal à bouger, à me déplacer, je dois faire très attention. Je dois rester assis dans mon lit avant de me lever minimum 2 minutes. Je dois me balader avec un casque. Et voilà, j'ai des infirmières qui viennent tous les 2 jours pour soigner mes plaies. Et voilà, donc c'est quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Et quand je suis tout seul, psychologiquement, ça reste dur. Ça reste dur parce qu'il y a certaines questions qui se posent et c'est des questions sans réponse. Donc aux questions sans réponse, forcément, je suis démuni. Et la tristesse, elle est là et j'en pleure. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, ça va de mieux en mieux, mais malheureusement, c'est toujours là. Et je pense que ça restera pendant un moment. Vous nous parliez à l'instant de votre casque. Vous ne pouvez pas vous déplacer sans aujourd'hui. Non, je ne peux pas me déplacer sans. Le seul moment où je peux l'enlever, c'est justement quand je suis dans mon lit ou quand je suis assis là comme vous, comme face à vous. Mais malheureusement, même pour faire un pas, je dois mettre le casque parce que ça reste quand même très dangereux. Et voilà, j'ai le cerveau entre guillemets qui est, vous pouvez le voir, hein, mais qui peut bouger à tout moment. Donc le casque est là pour le maintien et au cas où si je fais un malaise, parce que jusqu'à aujourd'hui j'ai déjà fait quand même 2 malaises. Et je me suis réveillé par terre. Si j'aurais pas eu le casque, voilà, j'aurais peut-être frappé le mauvais côté de la tête et malheureusement, j'en serais pas là. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Comme j'ai pu le dire au sein de l'interview Combini, me souhaiter le meilleur et me souhaiter de retrouver ma vie d'avant. Je sais que je la retrouverai pas, ma vie d'avant, mais au moins être en forme physiquement et pouvoir passer à autre chose. C'est très très important pour moi. Aujourd'hui, il n'y a que ça que je voudrais. Est-ce que vous faites confiance, et ce sera notre dernière question, à la justice? Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de débats relancés sur la justice concernant les policiers, etc. Est-ce que vous faites confiance à la justice française telle qu'elle fonctionne actuellement? Telle qu'elle fonctionne actuellement, j'ai une grande confiance à la justice parce qu'il ne faut pas confondre justice et l'État. La justice fera son boulot parce qu'ils ne peuvent pas nier les éléments qu'il y a devant eux. Et pour l'instant, on a vu qu'ils étaient avec nous. Et j'y crois et j'ai foi en la justice aujourd'hui. Et j'aurai foi et j'y croirai demain aussi. Merci beaucoup, Eddy, d'avoir été avec nous pour nous livrer donc votre témoignage. Je vous en prie, merci à vous.